François Belgodeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu parler littérature. Parce que c'est le cinéma que vous aviez parlé la fois précédente, quand on s'était vu. Cette fois-ci, c'est de littérature avec Vers la douceur, livre paru aux éditions Verticales. Vous êtes fidèle aux éditions Verticales. Le premier avait paru aux éditions Verticales. Oui, et puis 4 autres aussi. Et c'est votre 5e livre, c'est une suite de chroniques, on peut le qualifier comme ça, une suite de chroniques nouvelles. Comment vous le définissez, vous, cet ouvrage? Disons que j'ai essayé de faire en sorte... c'est parti du fait que j'avais écrit 2-3 nouvelles comme ça. Et puis très vite, j'ai été rattrapé par les démons du roman, en fait, quelque chose qui a une cohérence un peu plus large. Et puis j'ai commencé à ajouter à ces 3 petits fragments d'autres fragments qui développaient certains aspects des premiers, et puis ça a fini par se tisser comme un ensemble, en fait. Donc l'idée, disons, de la rédaction, c'était que chaque fragment, comme ça pour être le plus bref possible, puisse se lire à la fois comme une nouvelle autonome, mais aussi comme un chapitre d'un ensemble. Donc il y a comme quelque chose qui s'inscrit dans une mosaïque cohérente. Oui, parce qu'il y a une famille, en tout cas, il y a une famille de personnages. Des gens qui se retrouvent chapitre après chapitre, même si tout ça voilà, se tricote, s'articule, mais en tout cas c'est une famille de personnages que vous avez mis en scène. Oui, c'est en tout cas des gens qui tissent un réseau entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des liens d'amitié, des liens de connivence, des liens d'inimitié aussi parfois. Ouais. Tout ça étant quand même raccordé par un narrateur qui est toujours le même. Jules. À chaque fois qu'il y a je dans le livre, il s'agit du même, c'est Jules, qui lui fait le pont. Il n'est pas présent dans tous les fragments, mais pour l'essentiel d'entre eux, il est là. Donc c'est lui qui distribue en fait le casting de quelque sorte. Chronique, nouvelle, en tout cas style complètement différent de chapitre en chapitre. Ça c'est un jeu pour vous. Je ne sais pas si vous avez encore lu l'ouvrage, mais vraiment il y a un côté très ludique d'écriture, moi je l'ai ressenti comme ça. Vous jouez à ça, vous jouez à changer votre patte et votre style. C'est vrai que j'aime bien, a priori comme ça, j'aime assez varier les styles, ne serait-ce que d'un livre à l'autre. J'essaie de ne pas toujours faire le même livre. Je pense même avoir fait des livres assez hétérogènes finalement les uns par rapport aux autres. Au sein d'un même livre, c'est plus compliqué déjà comme postulat. Là, il se trouve que c'est vrai que j'aime bien m'amuser avec ça, j'aime bien me donner des espèces de contraintes stylistiques de départ, qui peuvent être des choses très bêtes, c'est-à-dire que ça peut être, tiens, c'est là, je vais l'écrire au passé simple, et ça change tout, c'est plus du tout la même atmosphère. Oui, donc il y a des personnages qui appellent une couleur particulière, je parlais du personnage qui s'appelle Flup, et qui est une couleur plus fantaisiste, et qui est un peu plus... qui est un personnage tellement atypique et un peu déconnecté d'un strict programme réaliste qu'il appelle une forme de narration qui est plus proche du conte, plus proche de la petite nouvelle, de la petite fable en quelque sorte. Et là, tout de suite, immédiatement, spontanément, me vient des idées de passé simple, par exemple, parce que passé simple est autant du conte pour enfants. Et c'est un personnage un peu enfantin qui fait des choses... Moi, je me suis demandé vraiment qui il était, et la fin... voilà. Je me suis demandé qui il était, d'où il était sorti. Il est sorti un peu de nulle part, c'est un petit peu le personnage qui vient de nulle part, alors que tous peuvent être, disons, des personnages qu'on pourrait repérer dans la vie courante. Celui-là, je pense que c'est un personnage plus littéraire, c'est une fabrication littéraire dont je me suis dit a posteriori qu'elle était une écho de Plume, par exemple, de Michaud. Et d'ailleurs, comme par hasard, son prénom disons, évoque, comme ça, en termes de sonorité, Plume. Tout ça, ça s'est fait inconsciemment, et je pense que ça vient aussi un peu de là. Donc il est effectivement quelqu'un qui est beaucoup moins situable. Par exemple, il n'a pas d'âge. Tous les autres ont un âge. Lui, il n'en a pas. Il n'a pas de date de naissance, y compris dans la chronologie finale. Et donc oui, j'avais envie de m'amuser avec ce genre de personnage qui finalement est celui qui est le personnage le plus important d'un point de vue symbolique. Il y a une naïveté par moment, il a une naïveté, et puis un réalisme aussi. Il a des angoisses qu'ont pas les autres. Des prises de conscience qu'ont pas les autres. Lui, c'est le personnage primitif, c'est-à-dire que c'est celui qui va reprendre les gestes élémentaires de la vie, il va découvrir l'amour, il ne pensait même pas que ça existait en fait, et il le découvre en même temps qu'il le ressent.
Il ne sait pas que ça existe, mais il sait qu'il y a quelque chose. Ouais, on lui a dit, donc il pense que ça a l'air intéressant cette affaire, donc il aimerait bien faire ça, lui. Il aimerait bien rencontrer quelqu'un et qu'il y ait de l'amour. Donc il a un rapport très primitif au monde, très simple, très naïf et très... c'est lui qui porte en quelque sorte la thématique de la douceur. C'est-à-dire qu'il est dans une forme d'harmonie avec le réel que dont les autres sont bien incapables. Alors j'allais vous poser le titre Vers la douceur. Alors effectivement, quand on a lu le livre, on comprend pourquoi il s'appelle Vers la douceur. Mais c'est vraiment lui qui l'amène, cette douceur? Ouais, je pense que très mécaniquement, il y a un moment où... Bon, c'est là qu'il y a eu une part de composition assez précise quand même dans cet ensemble-là. Et par exemple, Flup est de plus en plus présent au fil des pages. C'est lui qui va peu à peu irradier le livre. Si on regarde tous les fragments qui le concernent, ils sont quand même plutôt dans le dernier tiers. Et peu à peu, d'ailleurs, on quitte, plus ça va, plus on quitte inversement, mais par voie de conséquence, Jules, le narrateur, Flup étant un petit peu son double, sa résurrection d'une certaine manière. Donc on quitte Jules et on va avec Flup vers des narrations plus apaisées, des situations moins heurtées, moins dures, moins basées sur le rapport de force, comme c'est le cas souvent dans la réalité. Et par ailleurs, il y a 2 ou 3 personnages féminins qui, avec Flup aussi, je pense, contribuent à apaiser peu à peu à la fois la narration, la thématique et puis le type de rapports humains qui sont racontés. Vous avez construit les histoires et après joué avec les chapitres. Comment est-ce que vous avez composé finalement ce livre? Disons qu'au départ, j'avais envie de raconter un certain nombre de situations emblématiques. Faire jouer toujours ce binôme Jules-Flup, c'était vraiment l'axe des choses. Ça veut dire qu'ils étaient là tous les deux dès le départ? Oui, tout à fait. Et je voyais bien que c'était 2 narrations qui s'opposaient. Jules étant vraiment dans une forme de rapport à la vie assez tendu, assez anxieux, assez dur, du nom d'un des chapitres. Et Flup étant son pendant onirique ou son pendant apaisé, en quelque sorte. Et j'avais envie de faire jouer ce parallèle en permanence. Puis là, après, sont apparus d'autres personnages, notamment un personnage qui est fondamental, celui de Jeanne, qui est un peu le pendant féminin de Jules. Et ce que Jules n'a pas réussi à faire avec Jeanne, eh bien, c'est Flup qui réussira à le faire. Il y a tout un jeu comme ça d'échange entre eux. Et Jules étant le personnage de l'impasse et Flup le personnage du possible. Vous parlez d'amour dans ce livre? Je crois qu'il est question que de ça en fait, bêtement, il est question que de ça. Moi j'avais envie d'aller vers l'amour, c'est-à-dire que les derniers chapitres sont quand même plutôt marqués par un amour qui réussit, par une forme de rencontre qui est presque sous forme de coup de foudre. Un amour au premier degré, un amour sans complication, un amour qui s'impose comme une évidence. Mais évidemment, j'avais pas envie d'y aller tout de suite. J'avais envie que cet amour-là se gagne en ayant d'abord traversé l'impossibilité de l'amour, en tout cas les complications qui se posent à des gens qui essaient de produire de l'amour. Donc finalement, la première partie du livre, on peut la lire comme une espèce de passage en revue de toutes les choses qui coincent. Les choses qui coincent. Oui, complètement. J'essaie d'inscrire ça dans du contemporain, parce que c'est ce que je connais le mieux, d'une certaine manière. Et puis il y a des choses qui s'apparentent à des choses que je peux avoir vécues ou dont je peux avoir été témoin. Bon, qu'est-ce qui peut coincer dans un couple? Qu'est-ce qui peut coincer? C'est par exemple quand ça se passe bien et puis l'un veut un enfant et pas l'autre. C'est une des formes d'impasse auxquelles on est parfois soumis. En l'occurrence, c'est un homme qui voudrait un enfant et il se heurte à Cathy qui, elle, n'est pas disposée à le faire pour l'instant.